La science est utile, on ne perd pas le temps employé à l'acquérir. Bonjour et bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec le prof Wilson. Et content de vous savoir très nombreux sur vos écrans en train de suivre votre magazine. Aujourd'hui, nous parlerons du temps. Nous aurons juste 3 points. On va essayer de définir s'il y a la notion du temps, le temps en physique. Et le troisième point, existe-t-il plusieurs temps? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. N'oubliez pas de nous écrire, de nous appeler, cela nous fait toujours du bien. Le premier point, peut-on définir la notion de temps? La notion de temps, c'est un mot qui est utilisé dans le langage ancien. C'est un mot qui est polysémique. Polysémique, c'est quelque chose qui a plusieurs significations ou plusieurs sens. Polysémique, donc le mot temps est polysémique, plusieurs significations. Ou sens. Donc c'est un mot qu'on utilise dans le langage ancien qui est polysémique, c'est-à-dire qui a plusieurs significations ou sens. On utilise le mot temps pour désigner la succession, pour désigner la simultanéité, pour désigner la durée, pour désigner la vieillesse, pour désigner la mort, voire même l'argent, avec cette fameuse formule ou équation que les jeunes et surtout les entrepreneurs aiment beaucoup. Le temps égale à de l'argent. Ça, c'est la formule la plus célèbre du moment. Donc, quand on a le temps, on peut directement dire que nous avons de l'argent. Ça laisse à désirer, ou il y a encore plusieurs questions là-dessus. Le temps en physique, c'est quoi? C'est-à-dire, dans le langage, c'est très difficile de définir la notion du temps et c'est très compliqué d'éclairer la notion du temps. Alors, nous allons entrer en physique. Le temps en physique, c'est quoi? On commence directement par démontrer comment est-ce que le temps est apparu en physique. On commence par un monsieur qu'on appelle Galilée. Galilée, il est physicien, astronome et tout ce qu'on peut dire. Lui, il a montré que la vitesse de la chute d'un corps dépend du temps ou de la durée. Donc, Galilée a démontré que la vitesse de la chute d'un corps dépend de la durée. Ça, c'est la théorie de Galilée, juste pour expliquer ou exprimer les temps en physique. Et après Galilée est venu un Anglais, un physicien, un grand physicien, qu'on appelle Isaac Newton. Isaac Newton lui, il a formalisé un peu les théories de Galilée en les serrant dans les équations, dans les lois physiques. Donc, Newton a juste formalisé. Il a formalisé la théorie. Et pour Newton, il existe un temps qui est continu. Donc, le temps, quelque chose de continu, de linéaire. Et il est le même partout. Il est le même partout. Donc, par conclusion, le temps est universel. Temps universel. Ça, c'est Newton. Pour Newton, il a compris que le temps est linéaire, continu, il est le même partout. Le temps est universel. Quand il a formalisé, il a essayé d'homogénéiser les temps dans les équations mathématiques. Et après un temps, il y a eu quelqu'un qui est venu, l'un des plus grands physiciens du XXe siècle, Albert Einstein. Pour Einstein, dans sa théorie des relativités,
On a Albert Einstein. Albert Einstein, dans sa théorie des relativités, il essaie de démontrer que le temps n'est pas le même partout. C'est-à-dire que le temps peut se dilater ou ça peut se contracter. Donc ça dépend des référentiels ou d'un observateur qui est en mouvement. Donc Albert Einstein, on parle d'abord de la relativité, sa théorie des relativités. Ici, il exprime que le temps, contrairement à Isaac Newton, qui stipule que le temps est absolu, le même partout, le temps est universel. Einstein, lui, il pense que le temps est relatif. On a ici des théories de dilatation. Ou des contractions du temps. Dilatation ou contraction du temps. C'est-à-dire, dans les mondes ou sur la planète ou partout dans l'univers, le temps ne peut pas être le même partout, selon Albert Einstein. Ça dépend de l'observateur qui est en mouvement ou des observateurs qui sont en mouvement les uns par rapport aux autres. Et ça dépend également des référentiels. Et après Albert Einstein, il y a encore la physique quantique ou la mécanique quantique. Et il pense comment? Pour la mécanique quantique ou la physique quantique, pour la mécanique quantique, ici, il y a encore des idées très hallucinantes. Ici, on pense qu'un objet peut se trouver dans plusieurs états au même moment, ici en mécanique quantique ou en physique quantique. C'est-à-dire, le fait qu'un objet se trouve ou se retrouve dans plusieurs états distincts, c'est-à-dire il a également plusieurs temps distincts. C'est vraiment hallucinant comme idée que moi, je peux me trouver ici et ailleurs, et en même temps, j'ai plusieurs temps ou évolutions. Donc c'est hallucinant. En mécanique quantique, on pense qu'un objet peut se trouver dans plusieurs temps distincts. C'est ça. Alors, pour revenir à notre question du départ, peut-on définir la notion des temps? C'est compliqué de parler, et c'est la chose la plus compliquée de définir quand il s'agit des temps. Mais les physiciens ont essayé de démontrer par des théories et aussi des équations. Aujourd'hui, expressement, nous avons évité ou nous éviterons des équations mathématiques ou physiques parce que c'est juste la partie théorique. Nous serons un peu des théoriciens, mais au prochain numéro, on va continuer. Donc, la mécanique quantique essaye de prouver, de démontrer qu'on peut avoir plusieurs temps au même moment pour un objet ou une particule donnée. Donc ici, on va descendre au-delà de l'échelle des Planck. L'échelle des Planck qui est un peu considérée comme étant le mur des temps. On parle de l'échelle des Planck. L'échelle de Planck. Ici, nous sommes dans l'ordre des attosecondes. Attosecondes, c'est 10 exposant moins 16 secondes. Imaginez dans quel monde dans lequel on se retrouve quand on parle des attosecondes. Existe-t-il plusieurs temps? C'est aussi une question à laquelle nous sommes censés répondre. Est-ce qu'il existe plusieurs temps? Oui ou non? Quand on observe des phénomènes qui sont biologiques, on parle des temps biologiques. Quand on observe des phénomènes qui sont géologiques, nous parlons également des temps géologiques. Et quand on observe des phénomènes
psychologiques, on parle des temps psychologiques, ou à l'intérieur duquel il y a des temporalités qui se déploient, qui peuvent être biologiques, géologiques ou psychologiques. Alors, il existe plusieurs temps. En physique, c'est non. Les temps physiques sont les mêmes. Il n'existe qu'un seul temps, exprimé T, qui est les mêmes, qui, au cours du temps, fait passer la réalité, mais les temps ne changent pas au cours du temps. C'est la fonction principale du temps, c'est que les temps restent présents, ça ne change pas, mais ça fait passer la réalité. C'est ce que nous devons retenir. En physique, les temps sont les mêmes. La fonction principale du temps est de renouveler l'instant présent. En renouvelant l'instant présent, c'est-à-dire il fait passer la réalité. Quand nous avons parlé des phénomènes biologiques, des phénomènes géologiques, des phénomènes psychologiques, où à côté nous avons des temps biologiques, des temps géologiques, des temps psychologiques, il y a des temporalités qui se déploient à l'intérieur de cela et c'est très compliqué de définir les temps, de prendre les temps dans ces contextes-là en les séparant des lois ou des phénomènes physiques. Parce que les temps restent les mêmes avec la même invariance, des lois physiques et ces temps-là et les temps physiques qui restent les mêmes. C'était notre première partie sur la notion des temps. On va continuer. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous avons fait exprès d'éviter les équations. Nous étions plus théoriques. Et après, on va continuer avec des équations mathématiques, des équations physiques, pour essayer de bien démontrer la notion des temps. Je crois que vous avez été nombreux. Appelez-nous, posez des questions au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Ciao au prochain numéro, à la même heure, sur FAST TV, la chaîne de votre